L'invité de ce matin, Freddy Mulumba Kaboyi, bonjour. Bonjour, cher ami. Politologue, journaliste, ou le demeurait, libre penseur, écrivain. Freddy Mulumba, l'Afrique fait l'objet de toutes les convoitises. L'Afrique, surtout le Congo. Les capitalistes, sachant que les temps ont changé, ils ont préparé un siège qui devient une réalité, un siège pour l'Afrique au G20. Peut-être bientôt au Conseil de sécurité, ils vont encore vous séduire pour placer un siège pour toute l'Afrique. Et puis, le BRICS, il est en train également de séduire certains sur le continent. Nous allons parler du Congo et de l'Afrique. Quel choix opérer? Parce que les deux, ou l'un ou l'autre, c'est toujours la vassalisation. La vassalisation. Les minéraux partent à l'état brut, comme chez nous, on les pompe, et puis ils reviennent opposer les Congolais entre eux. Non, vous chassez-les de chez vous. Ils sont venus vous envahir. Mais les minéraux partent, ils ne leur disent même pas pourquoi. Ils amènent ces minéraux, ils ne les transforment pas sur place. Voilà leur méthode. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel choix opérer? Je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. Il faudrait que l'Afrique... Je change comment s'y prendre. Oui. Il faut que l'Afrique, les Congos en particulier, définissent leurs intérêts. C'est quand on définit les intérêts, on peut décider avec qui on peut travailler. Nous sommes dans un monde multipolaire. L'Occident, c'est fini. Auparavant, on disait il y a G7, qui était à peu près cette grande économie occidentale, plus le Japon. Et ces économies sont presque en faillite. Et quand il y a eu la crise de 2007, crise financière, on a créé G20. Et dans G20, on a intégré, on a coopté des économies émergentes. C'est comme ça qu'on parle de 20 pays les plus riches du monde, dans lesquels vous avez aussi la Chine et la Russie. Mais curieusement, avec le dernier sommet du G20, le président chinois n'était pas présent, tout comme le président russe, ils étaient tous absents. La vedette, c'était l'Inde. L'Inde. Ça signifie qu'il y a un problème. Donc le G20 ne sert à rien. Pourquoi l'Inde était la vedette? Vous savez, si l'Occident a donné beaucoup d'importance à l'Inde, c'est d'abord pour faire barrage à la Chine, contrer la Chine sur le plan géopolitique, d'un côté, et de l'autre côté aussi, que l'Inde fasse les ponts entre les pays du Sud, ce qu'on appelle les pays du Sud, en particulier l'Afrique et le monde occidental. Parce que vous savez très bien, à part l'Amérique, mais l'Europe, sans l'Afrique, l'Europe n'a rien. Donc l'Europe vit grâce à l'Afrique. Donc l'Inde sera là pour faire un peu ces ponts, mettre ces ponts en place, faire le lien entre l'Europe, entre l'Occident et l'Afrique. Pourquoi? Parce que vous avez actuellement sur le continent africain, il y a le patriotisme qui a beaucoup émergé. Les gens ne veulent plus entendre encore un discours colonial ou bien néocolonial. Et l'Occident est en difficulté face à la montée de la Chine. Vous avez vu comment l'ambassadeur français a quitté le Niger? Oui, c'était prévisible. Les drames dans le monde occidental, on n'écoute plus les chercheurs. Par contre, on écoute beaucoup plus les idéologues qui viennent dire ce que les hommes politiques occidentaux veulent entendre. Si vous lisez la plupart des journaux, des magazines américains, les enjeux sont très clairs. Nous sommes dans un monde multipolaire, l'Occident doit s'adapter. Or, en Occident, les élites politiques, tout comme les médias, n'ont pas changé, ne veulent pas écouter les changements. Voilà les crises.
les cas du Les Niger. médias aussi sont en déphasage. Non, c'est parce que ces médias sont financés par les globalistes, les capitalistes, qui ne veulent pas changer de discours. Mais quand vous parlez dans le monde intellectuel, universitaire, le discours est très clair. L'Occident n'a plus le monopole ni de la violence, ni de l'argent. L'hégémonie s'est effondrée. Donc il y a un monde multipolaire qui se met en place. C'est là où ça devient intéressant pour l'Afrique et pour le Congo. Qu'on ne fasse pas les choix, ni pour BRICS, ni pour G20, ni pour l'Occident. Nous devons définir nos intérêts et savoir les défendre. Donc un nouveau monde qui émerge, on ne sait pas ça peut prendre quelle forme. Déjà, on peut déjà parler en théorie, vous avez 3 grandes puissances, la Chine, l'Amérique et la Russie. Mais vous aurez des puissances moyennes ou bien régionales. L'Union européenne, c'est une puissance régionale, elle n'est pas mondiale. Vous avez l'Iran, vous avez la Turquie, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez de l'autre côté l'Inde qui font partie de tout ça des BRICS aujourd'hui. Donc il y a des pôles de puissance qui essaient un peu de se mettre en place. Maintenant, c'est aux Africains, au Congo en particulier, de savoir on va travailler avec qui. Mais les drames... Est-ce qu'à l'interne, nous, au-delà justement des turbulences électoralistes, je ne dis pas électorales, est-ce qu'on y travaille? Les penseurs, les scientifiques, les chercheurs, la classe politique, est-ce qu'on y travaille? Oui, pour nous dire, effectivement, les choses changent, qu'est-ce que nous allons devenir, nous y allons avec quoi, parce que nous avons tout, comment s'y prendre, quelle intelligence nous allons mettre en place, est-ce qu'on y travaille en l'absence des think tanks? Non, je pense qu'il y a un problème en Afrique noire, au Congo en particulier. On ne fait pas appel aux spécialistes, parce qu'ils connaissent un peu la matière. Je suis un peu tous les médias, pas tous les médias, certains médias francophones en Afrique. C'est rare de voir les débats géopolitiques ou géoéconomiques. À part le Cameroun. Les télévisions privées camerounaises, tout comme chez vous ici, font quelquefois des débats sur la géopolitique, comment le monde change. Mais d'une manière générale, les Africains sont ailleurs. Pourquoi? Parce que la classe politique... Les médias publics sont pris en otage par les pouvoirs pour justement la propagande, non? Non, je pense que les problèmes sont au niveau de la classe politique. Nous avons une classe politique en Afrique dépassée, qui a encore des schèmes de pensée dominés par la première guerre froide ou bien par la pensée occidentale. Or, il y a d'autres pensées qui émergent. Et ça, on les voit à travers les médias publics. Pas de débat. Vous avez, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est rare de voir la Côte d'Ivoire traiter les cas maliens chez RTI. Mais si vous partez chez les privés, on essaye, mais ce n'est pas en profondeur. Donc, actuellement, je pense que le travail que les Africains doivent faire, c'est constituer des think tanks, utiliser les universitaires, parce que ce sont les universitaires, les think tanks qui produisent la pensée. Et puis après, les médias. Les débats doivent être dans des médias pour expliquer à notre peuple, aux peuples africains, comment le monde évolue. Mais nos médias sont ailleurs. Donc, le problème est politique. Avant d'aller dans les médias, pour formater le subconscient collectif, est-ce qu'il y a un travail de fond qui se fait, loin des objectifs des caméras, loin des réseaux sociaux, dans nos universités, dans les instituts de recherche, dans les centres de recherche, avec des résolutions déposées à qui des droits, même si c'est fait, est-ce que c'est politique? Est-ce qu'ils les lisent? La grande difficulté, nos universités ne sont pas prises au sérieux par raison politique. Enseignants impayés, professeurs impayés, pas de laboratoire, pas de bibliothèque. Or, ce sont les universités qui préparent les élites, ce sont les universités qui font des analyses qui proposent des solutions sur les problèmes qui se posent dans la société. Or, les universités sont en faillite, il n'y a rien. Donc, le problème est politique. Dans le sens que nos hommes politiques ne voient pas les choses à long terme. Les hommes politiques voient toujours les choses à court terme. Bon, mais avant d'aller à ce que vous appelez clochardisation, mais
les scientifiques et chercheurs eux-mêmes ne sont-ils pas dans des guerres, des titres, des positionnements, hein? Nomination, secrétariat général académique, rectorat, secrétariat général administratif, intendance, oui, faculté, décanat et tant d'autres, des voyages pour des symposiums, conférences ailleurs. Est-ce que on a des pieds sur terre? Non, je pense qu'il faut comparer notre situation d'abord par rapport à l'histoire. Et puis, cette lutte, cette course au titre en des cabinets. Oui, ce que j'ai dit, il faut comparer notre situation par rapport à notre histoire, voir comment l'université a fonctionné depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, et ensuite comparer nos universités par rapport aux autres. Pas seulement africains, les universités africaines, mais aussi occidentales, tout comme chinoises. La grande difficulté ici est que les hommes politiques pensent que les universitaires, ce sont des opposants. Et les capitalistes ont compris. Ils passent par les hommes politiques pour brimer, marginaliser, clochardisé les intellectuels et les universitaires. Comme ça, quand on n'a pas des universitaires qui sont capables de comprendre les enjeux, on n'a pas d'ennui. C'est ça, je dirais un peu ce que le système belge avait laissé ici, le système colonial. Pas d'élite, pas d'ennui. Aujourd'hui, on dit pas d'universitaires, pas d'intellectuels, pas d'ennui. Voilà que nous tournons en rond. Donc, le problème pour nous, le Congo, et pour l'Afrique, c'est lié à notre classe politique. La manière dont cette classe politique accède au pouvoir et ceux qui sont derrière. Voilà l'importance de cette mutation géopolitique qu'il faut toutefois maîtriser et faire par tous les moyens pour parvenir à renouveler notre classe politique. Donc la classe politique seulement congolaise, mais aussi africaine. Parce que les enjeux qui se jouent maintenant, soit les Africains prennent conscience, se prennent en charge, les Africains s'organisent pour éviter une deuxième recolonisation. Ce qui se passe ici, Fabien, on est en train de reconfigurer la carte de l'Afrique. Et beaucoup de gens ne sont pas très conscients, et nos hommes politiques ne sont pas très conscients. C'est en train de se faire. Regardez, le Soudan démembré et l'autre Soudan bascule dans la violence la plus indescriptible, sous la barbe de l'Occident, des droits de l'homme. Non, non, il ne faut pas tomber dans les sentiments, monsieur Fabien. Il faut lire l'histoire et tirer les leçons de l'histoire et se mettre du bon côté de l'histoire. Notre classe politique africaine et congolaise n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut la changer. On ne la change pas. Soit l'Afrique est recolonisée, et puis on doit revoir les frontières. Tu viens parler de la Libye. En Libye, il y a à peu près 3 États. On ne le dit pas ouvertement. Mais entre-temps, le pétrole libyen est pompé par les entreprises occidentales et tout ça part en Europe. Et aucun média n'en parle. Mais vous voulez... Aucun média sérieux n'en parle. Où va le pétrole libyen? À quelle destination? Qui en tire profit? C'est grave. Non, non, c'est la naïveté des élites africaines qui n'ont pas compris les systèmes capitalistes. Ces gens s'organisent pour qu'on s'embrouille, comme nous embrouillons là, pour qu'ils continuent à nous exploiter. Le grand problème, c'est nous-mêmes. Mais pourquoi les dirigeants, du moins ceux qui ont déjà commencé à comprendre, qui veulent se libérer de cette prison, de cette emprise occidentale, et spirituellement et idéologiquement, pourquoi ils ne peuvent pas, par exemple, comme Mobutu le disait, alors scientifiques, chercheurs, Boya, Bola Kisamaël et Nabino, ils sont quelque part, tout est programmé, financé, réfléchissez, proposez-nous ce que nous devons faire, nous, le Congo, face à cette mutation ou dans ce changement de paradigme. Washington a même annoncé par Blinken au département d'État la fin de l'ordre mondial issu de la guerre froide. Ou bien mise en place après la guerre froide. Le problème, ce n'est pas seulement les dirigeants. Moi, je parle des élites congolaises, religieuses,
intellectuelle, médiatique, élite économique. Donc toutes les élites congolaises ou bien africaines ne comprennent pas les enjeux. Parce qu'on devrait les voir à travers les débats qu'on fait dans les médias et qu'on fait dans les universités. Aujourd'hui, tout le monde est conscient. Je prends le cas du Congo. La balkanisation est très avancée. Nous faisons quoi? Première chose à faire appel aux universitaires, donner des moyens. On produit la pensée, on propose des solutions. Deuxième chose à faire, on organise les médias. On définit la politique nationale sur le plan, sur le plan médiatique. Nous faisons quoi? Regarde là, nous sommes là. Dans 2 mois, 3 mois, nous avons les élections. Qu'est-ce qui va se passer après l'élection? Pas de débat. Bunaganda et Massissi, Bunaganda, pardon, sont occupés. Ça fait 1 année. Que fait les Congolais? Tout le monde se plaint. On accuse les autres. Tant qu'on ne comprend pas que nous sommes dans un monde violent, tout est question de rapport de force. Ça signifie quoi? Sur le plan intellectuel, il faut produire une nouvelle pensée, de nouveaux paradigmes. Mais comment le faire? Parce que on en a publié un ouvrage ici très important, Holocauste au Congo, la loi de l'Omerta, le silence coupable de cette soi-disant communauté internationale des puissants et des droits de l'hommiste. Mais il y a un problème, ce livre n'est pas intégré par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, ni par l'université, dans les programmes d'enseignement. Le livre ici devait être consacré ou inséré dans l'éducation politique, l'éducation civique et politique, dans ce que vous appelez, comment on appelle ça, changement de mentalité ou quoi, je sais pas encore. Initiation à la citoyenneté. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Il n'y a pas eu de conclave ni de symposium pour réfléchir sur le contenu à donner à ces cours par rapport à cette nouvelle publication. Rien. Alors, comment vous allez, par baguette magique, changer cette élite? Oui, je pense que la première chose à faire, c'est qu'il y a des révolutions. La révolution intellectuelle et la révolution spirituelle. Il faut créer de nouvelles pensées. C'est déjà fait. Mais il faudrait que les hommes politiques fassent référence à ces nouvelles pensées. Il y a la révolution spirituelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrits sur la spiritualité. Notre problème est que nous avons des élites très faibles. Si vous prenez un Congolais aujourd'hui, vous le mettez en face d'un Chinois, vous allez voir, l'élite congolaise se comporte comme des enfants. Première chose à faire, c'est bien matériel. Mais quand les Chinois viennent te parler, ils te parlent d'abord des intérêts de la Chine, hein, et de deux, c'est une grande civilisation qui fait, ça fait 5000 ans. Mais quand on vient chez nous, on trouve les élites, ils vous parlent d'abord pour leur ventre, pour leurs biens, pour les avantages, et ensuite, ils ne pensent même pas à tirer quelque chose de leur grande civilisation pharaonique, tout comme Congo, Bengale et autres, pour essayer de construire un autre monde, un nouveau monde. Donc la grande difficulté chez nous aujourd'hui, c'est pas on n'a pas fait la révolution spirituelle et la révolution de la pensée. Donc, le moment est arrivé. Si nous ne le faisons pas, soit on est recolonisé, et je préfère aussi prendre le cas de l'Haïti. Vous voyez l'Haïti, ça fait plus de 200 ans qu'ils sont indépendants. Ils sont dans quelles conditions? Vous avez des images, ce sont des Noirs. Et ma crainte est que si nous ne prenons pas conscience, nous Congolais, nous sommes sur la voie des Haïtiens. Le Congo risque d'être l'Haïti d'Afrique. Je reviens à vous, Freddy Mulumba. Nous prenons l'actualité, c'est la dernière livraison de la Minute Info. C'est hyper important pour nous ici sur Télé 50. Et bonjour, messieurs et dames, place à l'actualité à présent.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à New York, aux États-Unis, pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon la présidence de la RDC, le chef de l'État prendra parole, voulais-je dire, mercredi. Il évoquera notamment des questions sécuritaires. Insécurité dans la province du Kwango, 18 civils et 1 militaire ont été tués dimanche lors des affrontements entre le FRDC et les miliciens Mobondo. C'est ce que renseignent les sources locales. Au Nord Kivu, l'enterrement de victimes de la marche du 30 août dernier intervient ce lundi. A annoncé dimanche le gouvernement dans un communiqué précisant que ces victimes seront inhumées au cimetière Makao. Les autorités provinciales appellent par ailleurs la population de la ville de Goma à une attitude responsable et de méditation afin que ses concitoyens soient enterrés dans de bonnes conditions. Toujours au Nord Kivu, la province a un nouveau commandant des opérations militaires. Il s'agit du général-major Peter Sirimwami Kumba. Il remplace ainsi le général Constant Dima en qualité de gouverneur militaire intérimaire. En dehors de nos frontières, guerre au Soudan, les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide se sont intensifiés depuis samedi. Les forces paramilitaires ont attaqué hier le quartier général de l'armée dans les centres de Khartoum pour la deuxième journée consécutive. Plusieurs sources rapportent que ces affrontements ont provoqué des incendies dans plusieurs bâtiments clés du centre de la capitale soudanaise. Restez avec nous, messieurs et dames. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Freddy Mulumba, nous revenons, et cette fois-ci pour évoluer. Vous étiez en train de faire une proposition pour évoluer. Tshisekedi Félix à l'ONU. Vous avez vu les images, il était arrivé à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. La tradition est respectée, politique générale, il faut prendre la parole, chaque président va prendre la parole, ou chef de gouvernement. Que dira, selon vous, Félix Tshisekedi? Mais vous étiez en train de terminer une idée en termes de propositions pour le choix à faire. Vous l'avez dit, pas du choix. Il ne faut pas faire, c'est-à-dire embrasser, continuer à embrasser l'Occident qui est déjà en perte de vitesse. Il ne faut pas aller aveuglément embrasser les puissances émergentes ou la fédération de la Russie avec la Chine et puis les autres membres. Il faut qu'on pense ce qu'on doit être pour nous faire respecter. Et pour cela, il faut une élite consciente. Et vous l'avez dit, nous devons préparer ce que nous devons être. Il faut qu'on s'arrête. Alors, l'autre proposition avant d'aborder le dernier sujet. Oui, je pense qu'il faut qu'on profite de ces élections qui auront lieu au mois de décembre 2023 pour parvenir à changer notre classe politique et que notre peuple puisse élire ses propres dirigeants. C'est une chance pour nous, aujourd'hui, de choisir nos propres dirigeants. Ce sont nos propres dirigeants qui vont décider de notre avenir. Si on choisit... Ils viennent toujours du peuple, non? Ils viennent de Kinshasa, ils viennent de Tchangou, de Funa, de Moamba, de Lukunga, ils viennent de Kabondo Dianda, ils viennent de Kamina, ils viennent de Kabinda, de Tchofa. Voilà. Ce ne sont pas des gens tombés du ciel, Freddy Mulumba. Ils vont reproduire les vertus et les tares de notre société. Vous savez, notre peuple a une conscience que l'élite n'a pas, de manière générale. Le peuple congolais, quand il a la liberté de choisir, il fait les meilleurs choix. Rappelez-vous, en 1960, quand vous prenez notre classe politique, celle qu'on a aujourd'hui, vous comparez avec cette classe politique issue des élections en 1960, il n'y a pas match. En 60, avant l'indépendance, on vous parlait pays, on vous parlait nation, on vous parlait Congo.
Et aujourd'hui, on ne parle plus Congo. On parle de quoi? Les ventes et les intérêts étrangers. Donc notre peuple, si il est libre, il ferait un très bon choix. La plupart des gens que vous dites hommes politiques, classe politique, ce n'est pas notre classe politique. Parce que si c'était notre classe politique, c'était que les élites représentant les Congolais, ils n'allaient pas piller. Comment voulez-vous, dans ces pays, depuis l'indépendance, les hommes politiques ne font que piller, détourner l'argent de l'État? On ne voit que des millions. Il y a un problème. Donc il faut que les Congolais aujourd'hui, la population, imposent leurs décisions, choisissent leurs propres représentants, et que ces gens-là qui seront au Parlement. Et quand on aura des véritables élites congolaises au Parlement, le Congo va changer. Mais si on fait l'erreur de tomber sur les mêmes voleurs, les mêmes pilleurs, des porteurs de masques des intérêts étrangers, mettez-vous en tête, je viens de vous dire ici, nous risquons d'être comme l'Haïti. Un Congo trop riche, mais une population pauvre. Et ça peut s'expliquer. Aujourd'hui, ce sont des étrangers qui viennent ici, qui s'enrichissent sur les droits des Congolais. Et les hommes politiques sont les porteurs de mallettes des étrangers. Ça prouve que cette classe politique n'est pas la nôtre. Il faut la changer. Et pour cela, il faut que les peuples aient une bonne information. Ça signifie que les médias doivent informer correctement les gens. Et dire, s'il y a des voleurs, il y a des preuves. Demandez au peuple de ne pas voter pour les voleurs. C'est à des médias. Mais quand vous voyez les médias, les voleurs reviennent, tout le monde est derrière en train d'applaudir. Il n'y a pas d'avenir. Et le voleur, quand il revient, la justice l'a purifié. Qu'est-ce que le peuple va faire? Qu'est-ce que les médias vont faire? Oui, c'est là où les véritables intellectuels doivent intervenir. Je te prends l'exemple de l'Italie. Il y avait une mafia qui s'est installée en Italie. Ce sont des magistrats, les véritables magistrats italiens, avec les journalistes qui se sont mis en place pour réduire la nuisance des médias, de la mafia. Nous sommes dans les mêmes conditions aujourd'hui. La mafia s'est installée au Congo. Cette mafia est venue avec la guerre de l'AFDEL. Donc il faudrait que la presse, la véritable presse, ceux qui réclament la liberté de presse, avec le magistrat, ils doivent travailler en collaboration. Parce que si demain, les gens, les voleurs la volent, même si on a corrompu les magistrats, la presse donne l'information. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout est sur la place publique. C'est une force. Il faut en profiter. Comme ça, l'opinion va se mobiliser. Moi, je me rappelle, avant qu'on arrête certains hommes politiques ici, ni t'étais l'opinion, ni t'étais les petits peuples. On n'allait pas les arrêter. On a tendance à oublier ça. C'est quand le peuple s'est pris en charge. Il a demandé des comptes. On a mis les gens en prison, mais on les a fait encore sortir, on les a blanchis. Ça ne marche pas. C'est encore aux intellectuels et au peuple de dire, pas question. Les biens publics n'appartiennent pas aux hommes d'État ou bien aux hommes politiques. Ça appartient à la communauté. Donc, on a droit à demander des comptes. Quand quelqu'un a volé l'argent de l'État, il ne peut plus encore devenir ni ministre, ni député. Ça, c'est le travail des intellectuels, c'est le travail de la presse. Mais quand on est tous corrompus, vous voulez voir quoi? Donc, c'est pour ça que moi j'ai dit, il faut une révolution de la pensée, une révolution de la spiritualité. Parce que les gens qui ont atteint un niveau élevé de la spiritualité ne s'attachent pas au bien matériel. Quand les gens qui ont le sens de l'histoire, ils disent, je vais passer, quel nom je vais laisser dans l'histoire? Mais vous avez des élites qui passent tout le temps à s'enivrer, qui sont dans des bars. Ailleurs, vous avez des élites qui sont dans des bibliothèques, qui voyagent à l'étranger. Quand ils retournent, ils ont des livres pour lire. Ici, les gens partent à l'étranger, ils disent non, j'ai acheté une BMW série 8, j'ai acheté telle voiture. On ne parle qu'en ça. Donc, ce n'est pas une élite. Donc, il faudrait changer cette élite-là. Si nous voulons demain que le Congo ne soit pas comme l'Haïti, et surtout, l'Occident est en faillite. Allez à Bruxelles, la misère est incommensurable. Vous pensez que ces gens-là vont le laisser tranquille? Pour eux, les élections ici, c'est le moment de placer les leurs à la tête du pays. Ceux qui vont aller contre eux, vous allez voir, ils sont capables. Je te prends un peu un exemple pour être pratique. Je parle avec les gens, je leur ai dit, nous devons savoir qu'est-ce qui va se passer après les élections. C'est que vrai, le président Tshisekedi va gagner. Là, il n'y a pas match. Là, c'est... En analysant... Oh non, ça c'est votre point de vue. Non, laisse-moi terminer. Je dis c'est votre point de vue.
Laisse-moi terminer. Votre point de vue, mais J'ai dit faut que, pas, on je n'est pas t'ai prêt, dit, on n'est pas. en analysant sans parti pris, il va gagner. Mais la question maintenant, comment on va gérer la situation après les élections? Parce que en face de Félix Tshisekedi, ce ne sont pas les Congolais qui parlent. Ce sont les multinationales, des globalistes qui étaient à Berlin en 1885, qui pensent que les Congos leur appartiennent. Comment on va se comporter face à ces gens? Voilà les véritables débats qui devraient être faits, et dans les médias, et chez les intellectuels, parce que le monde bascule. Ceux qui pensent que l'Amérique est forte, ce n'est plus le cas. Ceux qui pensent que l'Europe est forte, ce n'est plus le cas. La Chine a émergé, vous avez la Russie, vous avez la Turquie. Tous ces gens sont chez nous. Comment on va se comporter? Donc c'est le débat que les médias devraient quand même préparer en invitant des gens qui maîtrisent les dossiers, d'expliquer à notre peuple pour faire un bon choix demain s'il y a élection. Voilà. Dernière question, je l'avais déjà posée. Sans spéculer, que dira Tshisekedi à l'ONU? C'est le rendez-vous de chaque mois de septembre à l'ONU. Je pense que ça, c'est mon point de vue. Hein. Oui. Ça va prendre au moins 3 points. Le premier point, c'est sur la guerre du Rwanda, qui est à l'est du Congo. Le Rwanda a occupé notre territoire. Ça fait plus d'une année. Je pense qu'il va parler de ça parce que ça fait aussi une année qu'il en a parlé. Il va revenir sur ça pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Mais il va le dire, il avait dit, une année après, il va le dire, bon, est-ce qu'il écoute la communauté internationale? Non, je pense qu'ils les mettent devant les responsabilités. Parce qu'après cette déclaration, il sera obligé d'engager la guerre pour récupérer nos territoires. On n'a pas d'autre choix. Ou bien on engage la guerre, on récupère nos territoires, ou bien on les perd. C'est très clair. Deuxième point, il va parler du départ des Nations Unies. Je pense qu'aujourd'hui, plus de 20 ans, la MONUSCO ne sert à rien au Congo. Donc il faut que la MONUSCO parte. Mais, vous savez, la MONUSCO, tout comme les Nations Unies, ne veulent pas partir. Et quand on prend l'histoire... Donc les AC, la MONUSCO, traînent les pieds, ils ne veulent pas partir. Non, non. C'est qu'ils ont trouvé des biftecs ici. Non, c'est pas des Ils biftecs. font les affaires ici. Non, non, non. Ils ont un projet. Leur projet, c'est la balkanisation. Voilà pourquoi il faut faire appel à l'histoire et aux expériences d'autres pays. Je prends un cas précis, au moins deux cas. Le cas du Soudan. L'ONU était là. Comment il est parti? Il est parti quand on a coupé le Soudan en deux. Il y a des désordres. Hein? Vous avez le cas de l'Angola. Comment l'ONU est parti? Les Angolais ont décidé de chasser l'ONU. L'Angola, c'est un pays uni aujourd'hui et ça vient être neutralisé. Donc, si nous voulons que le Congo reste uni, prenons le courage, si l'ONU avec les AC résiste, qu'on les chasse du pays. On ne les fait pas, c'est la balkanisation qui va s'installer. Quand le peuple se lève pour les chasser, vous, comment le Kinshasa refuse? Non. Il faut suivre le programme de retrait. Non, je pense que ce qui est normal, les gens, le pouvoir fait la politique. Il ne peut pas s'afficher contre ceux qui sont puissants. Mais il faut que le peuple s'organise pour demander le départ. Mais vous partez très loin. Le cas du Mali. Si vous avez vu les Maliens décider le départ des Nations Unies, c'est parce que le peuple malien était derrière. Donc il faut que notre peuple soit derrière le pouvoir pour qu'on puisse faire partir et les ASC et l'ONU. Mais si vous avez des dirigeants politiques, vous avez des hommes intellectuels qui sont dans des médias pour raconter des histoires, des mensonges, quelquefois pour soutenir EAC, tout comme l'ONU, il n'y a pas d'avenir. Donc le problème, c'est le cœur, le problème du Congo, c'est au Congo. Nous avons une société malade, des élites désabusées, des élites, je dirais, un peu inutiles, qui ne savent pas que notre peuple nous regarde. Voilà, la situation des droits de l'homme, selon plusieurs observateurs, se dégrade avec les arrestations, voilà. Oui. Est-ce que la situation
Que va-t-il dire sur ce plan? Parce que, vous savez, les droits de l'hommiste sont nombreux maintenant à New York. Vous savez, j'ai dit, dans ces métiers, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les métiers de journaliste. Je n'ai jamais été arrêté. Même pas menacé. Pourquoi? Parce qu'on joue les cartes sur table. Le problème, c'est qu'il faut avoir, il faut faire un choix. Soit on est journaliste, soit on est homme de service. Mais quand le service vous manipule, vous tombez dans un piège. Vous êtes un citoyen comme tout autre citoyen. On doit vous arrêter et vous juger. Mais on part très loin. Snowden, tout comme l'autre qui... Vous parlez d'Edward Snowden, voilà. Oui, Snowden. Oui. Il y a encore un autre qui a divulgué les secrets de l'armée américaine. Mais l'Amérique est le premier pays à défendre la liberté de presse. Poursuit cet homme-là. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Ou bien on est journaliste, on fait un travail correct, ou bien on entre dans le service, on s'était, et puis on ne sait pas divulguer les choses. Mais quand vous donnez des informations, attendez-vous à ce que l'État s'occupe de toi. Après tout, on est tous citoyens. On ne sommes pas supérieurs aux autres. L'État doit s'occuper de tous les citoyens. Quand vous respectez les règles, pas de problème. Mais quand vous êtes double jeu, attendez-vous à avoir des problèmes. Mais vous n'avez jamais été inquiété en parlant du plan de démembrement, de balkanisation du pays, en faisant sortir certaines, ou en révélant certaines vérités, certains secrets qui se trament contre le pays en collaboration avec certains dirigeants ici? Non. La menace vient de Kagame. Un jour, j'étais à Lingwala. J'ai vu un général venir me dire qu'on est en train de tramer pour t'assassiner. J'ai dit, ah, c'est Kagame. Donc la menace vient de Kagame. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la presse d'annoncer déjà sur le net la menace venant de Kagame. Mais si j'ai joué le double jeu, j'allais subir. Aujourd'hui, je circule, personne ne m'inquiète au Congo. La menace vient de l'étranger, c'est le Rwanda qui est habitué, Kagame qui est habitué à dominer. D'abord, les Rwandais sont tellement réprimés, ils pensent qu'ils peuvent faire la même chose au Congo. Et on a créé une sorte de peur. La peur de perdre des privilèges. Tu étais DG, RTNC, maintenant tu n'as plus rien. Ou bien la peur de mourir. Voilà pourquoi Kagame, avec ses services, domine la grande partie des élites congolaises. Voilà pourquoi, quand les livres on en est sortis, personne ne voulait en parler. C'est ça la réalité. Mais nous sommes un grand peuple. On a résisté à Léopold II, qui a fait plus de 10 ans ici, jusqu'à ce qu'il a cédé le Congo à la Belgique. On a résisté à la Belgique jusqu'en 60. Et jusqu'aujourd'hui, nous résistons. Donc, nous sommes un peuple libre. On va se libérer. Mais ça prendra du temps. Mais ce qui est sûr, le Congo sera indépendant, puissant, et le Congo sera au service de l'Afrique. Parce que toute l'Afrique attend le Congo. Merci. Freddy Mulumba Kabouayi, pour votre disponibilité très tôt matin. C'est pas facile de vous réveiller, de faire le déplacement du centre d'affaires avec tous les spectacles que nous offrent nos artères, surtout pendant ce temps de la reprise des cours, la rentrée scolaire. Merci. Ok, je vous en prie. Voilà, Freddy Mulumba, l'unique invité de ce matin. Je disais vendredi, il est en route pour le Palais du Peuple. Ce n'est pas pour aller visiter des députés, mais pour aller concourir à la députation, si réellement il y aura élection, n'est-ce pas, dans ce pays. Certains y croient, d'autres encore élèves à l'école des Saint-Thomas. Je boucle sur 50 bonjours avec Christian Bokaya, les nouvelles sportives.